Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je crois que c'est la première fois depuis le début de la chaîne. Je vais vous parler non pas de sport, non pas de santé et non pas d'actualité, mais je vais vous raconter mes anecdotes à l'hôpital. Et je sais que vous êtes assez curieux, assez friands de ce genre d'histoire parce que dès que je partage en story sur Instagram, vous êtes toujours très réactifs, que ce soit avec des questions sur les interventions, sur le pronostic, sur comment ce genre de choses peuvent survenir. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween avec mes anecdotes à l'hôpital, générique. Don't know what it's like, yeah. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, j'en fais pas souvent dans mes vidéos, mais là je suis obligé. Je vais vous raconter des anecdotes donc qui sont personnelles. Certaines vont être marrantes, des fois carrément ridicules, et d'autres vont être un petit peu plus, on va dire, choquantes, que ce soit par leur côté glauque, leur côté sanglant. Je vais pas mettre d'images vraiment choquantes, mais encore que peut-être que je vais illustrer parfois. Mais voilà, on va dire que si vous êtes sensible, si vous n'avez pas envie d'entendre ça, ou si vous êtes en train de manger votre repas ou votre shaker de protéines, c'est peut-être pas la meilleure vidéo à regarder et n'hésitez pas à cliquer, bref, allez, allez voir une autre vidéo. Allez, première anecdote, je vais commencer par une anecdote qui peut choquer certaines personnes. Celle-ci, c'est une qui m'a marqué à titre personnel dans le côté un petit peu film d'horreur. Donc allez, j'arrête le teasing. J'étais en 4e année de médecine. 4e année, donc on est externe. Pour moi, c'était le début de l'externat, un de mes premiers stages à l'hôpital. Alors, j'avais déjà fait des stages avant, mais là, l'externat, c'est vraiment voilà, le moment où on commence à avoir un début, je dis début parce qu'on en a très peu, mais un début de responsabilité. On commence à faire des observations et voilà, c'est vraiment le début à l'hôpital en tant que soignant. Avant, on est plus observateur que véritablement acteur, même si voilà, externe, ça reste une action et une implication encore assez faible. Mais on commence à faire un peu le tour des services et à voir des choses. Et cette histoire-là, elle se passe, j'étais dans un service d'ORL. Et je suis le chef de clinique à l'époque et il me dit, attends, viens, on va faire le tour, on va en réanimation chirurgicale. Donc la réanimation chirurgicale, c'est les patients qui sont dans des états les plus graves, en général, après des interventions chirurgicales. En plus, dites-vous bien que c'est la première fois que je débarque en réa de ma vie. Et la réanimation, je vais vous raconter peut-être d'autres anecdotes après, c'est un monde vraiment à part. C'est quelque chose qui est... en fait, je vous garantis, tant qu'on n'a pas vécu la réanimation, et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont vécu, des infirmiers, des médecins, des aides-soignants, c'est quelque chose, on ne peut pas trop l'imaginer. Là, j'essaie de vous le décrire au mieux, mais c'est un monde où les gens sont souvent intubés, ventilés, ils sont dans le coma, ils sont dans des états graves. Donc, c'est pas de la médecine classique au sens où on discute avec le patient, on l'interroge pour avoir un diagnostic. Là, c'est vraiment un monde à part. Finalement, tu vois plus des corps que véritablement des patients. Alors, je caricature un peu, mais dans l'idée, voilà, dites-vous bien que je débarque en réanimation pour la première fois de ma vie et on se met devant la porte du patient, il commence à me raconter l'histoire et il me dit voilà, c'est un patient, il a eu une cellulite cervico-faciale en fait avec une médiastinite. Donc pour vous le résumer très rapidement, en gros, c'est une infection de toute la partie, donc le médiastin, c'est ce qui est autour du cœur et des poumons, au niveau, en gros, derrière la cage thoracique, et qui remonte jusque dans les parties molles au niveau du cou et de la sphère ORL. En gros, c'est une infection qui a mal tourné, c'est parfois des angines, et les bactéries diffusent au niveau de tout ce qui va être tissu sous-cutané, et donc ça fait des infections dramatiques, parce que souvent, ça peut faire nécroser les tissus, ça fait des chocs septiques, en gros, l'infection se généralise, et ça nécessite une opération. Donc là, en fait, ils avaient... Je ne sais plus exactement les tenants et les aboutissants, je ne comprenais pas grand-chose à l'époque, mais en gros, il l'avait opéré pour drainer les bactéries, pour évacuer au maximum le pus qui était sous les tissus. Et ce patient-là, qui était dans le coma en gros depuis au moins un mois et qui n'avait pas de perspective de réveil dans l'immédiat, il lui avait fait des incisions au niveau du cou avec des lames pour permettre le drainage parce que les bactéries et l'inflammation font qu'il y a beaucoup de liquide qui est sécrété. Bref, là vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi son histoire glauque. Et donc on rentre dans la chambre du patient. Et il me dit, voilà, il me dit, regarde, en gros, tu as 2 lames ici, 2 incisions, tu as la sonde de trachéotomie. Et ce que tu dois faire pour examiner le patient et vérifier en gros qu'il n'y ait pas d'infection, pas de collection, tu mets des gants, tu rentres ton doigt en fait dans la plaie et tu vas essayer de palper pour voir en gros est-ce que c'est inflammatoire, infecté, est-ce qu'il y a du pus qui sort et voir en gros est-ce que c'est propre. En gros, le but c'est d'aller écarter un petit peu pour voir et s'assurer que ça évolue favorablement sur le plan chirurgical. Donc moi je me dis d'accord, je suis devant le patient qui est, imaginez-vous, les yeux fermés, le tube dans la trachéotomie et d'un seul coup, et je vous garantis c'est vrai, donc je rentre mes doigts dans la plaie et à ce moment-là quand j'arrive au fond, d'un seul coup, le mec fait comme ça
il ouvre les yeux, il ouvre les yeux d'un seul coup, il fait un espèce de hurlement et en fait, bon, c'était un réflexe parce que quand j'avais dû lui triturer un nerf, mais j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru qu'en fait le mec, alors en plus tu sais, il me dit vraiment, il est dans le coma, il a pas bougé depuis 45 jours et là d'un seul coup, je me rappelle, j'étais proche de lui, il a le visage qui s'approche de moi, il ouvre les yeux d'un coup. J'ai cru voir un zombie, j'ai cru que c'était un mort-vivant qui venait de se réveiller et qui allait me... Oh là là, je crois que je me sais plus exactement parce que j'ai une espèce de blackout sur ce moment-là, mais vraiment ça me fait des frissons rien que d'en parler. Je crois que j'ai eu la peur de ma vie à ce moment-là. J'ai vraiment dû faire un saut de 3 mètres en arrière et là je me suis dit, mais attends, c'est le réveil des morts. Et après, bien sûr, le mec, il a refermé les yeux, il est retombé sur son lit. En fait, c'était vraiment juste un réflexe, hein, comme si vous avez un réflexe de tout, parce qu'on vous met le doigt au fond de la gorge. Sauf que là, bah, j'ai vraiment cru que je venais de réveiller un mort. Et ça m'a traumatisé. En plus, il y avait le chef à côté. Il savait que ça allait faire ça parce que ça le fait à chaque fois. Il était en train de rire et de se moquer de moi, cet enfoiré. Et bref, donc voilà pour la première anecdote de l'hôpital qui m'a, je crois, un peu, enfin pas traumatisé, j'en rigole, hein, mais c'est vrai que sur le coup, vraiment, je crois que j'ai eu le cœur, j'aurais pu faire un arrêt cardiaque et heureusement, j'étais en réanimation, s'il y avait besoin, j'étais au bon endroit. Allez, anecdote suivante, cette fois-ci un petit peu plus léger, comme quoi on fait tous des bourdes. Pour vous situer le contexte, cette fois-ci, je suis externe en, je crois, 5e année. Et j'étais dans le service, je ne veux pas dire lequel, mais j'étais en ophtalmologie pédiatrique. Un service qui s'occupe principalement des yeux des enfants. Alors moi, quand j'avais choisi le stage, je m'étais dit, oh, ça va pas être très intéressant, on va faire que des lunettes. Parce que pour moi, l'ophtalmologie des enfants, c'était des prescriptions de lunettes parce que bah, c'est ce que j'ai depuis que je suis gamin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'hôpital, on voit pas du tout des prescriptions de lunettes. Les gens qui vont à l'hôpital, c'est qu'ils ont des vraies pathologies ophtalmo, notamment des malformations oculaires, des enfants qui ont des strabismes, des tumeurs au niveau des yeux, bref, pas mal de choses, en fait, beaucoup plus intéressantes que ce que je croyais. Mais l'ophtalmologie pédiatrique, c'est très difficile parce que, contrairement aux adultes où tu lui dis, voilà, garde les yeux ouverts et on va regarder le fond d'œil, en fait, le fond d'œil, la lampe à fente, bref, tout pour aller voir au fond de l'œil, la rétine, etc. L'enfant qui a moins de 6 ans, 5 ans, bah, et forcément, il se laisse pas faire parce que quand il comprend pas ce que tu fais, que tu essaies de lui ouvrir l'œil pour lui mettre une lampe, il ne se laisse pas faire. Bref, c'est pas du tout l'anecdote. Mais l'anecdote, c'est quoi? L'anecdote, c'est que pour voir en fait le fond d'œil, il faut qu'on utilise des collyres midriatiques. Midriatiques, ça veut dire c'est des collyres qui vont dilater les pupilles pour permettre en fait d'aller voir ce qui se passe. Parce que votre pupille, imaginez un chat, c'est l'exemple le plus parlant. Le chat, parfois, il a les pupilles complètement ouvertes et parfois, la pupille est complètement rétractée sous forme, enfin complètement fermée sous forme de traits. L'enfant et l'humain, en fait, c'est pas totalement la même chose parce que notre pupille, elle est jamais verticale en forme de trait comme un chat, mais on peut le voir, hein, parfois on a la pupille en point et parfois on a la pupille bien dilatée. Donc pour voir au fond, il faut que la pupille soit dilatée. Sauf que le réflexe, et c'est un réflexe naturel, c'est que quand on vous met de la lumière, vous pouvez faire le test, hein, quand vous mettez de la lumière sur la pupille, bah forcément, il y a une accommodation et pour ne pas laisser rentrer la lumière, en fait, qui est un peu dangereuse, on va dire, pour le fond de l'œil, bah, spontanément, votre pupille va se rétracter. Donc, on utilise des collyres qui vont maintenir en fait la midriase, donc la pupille ouverte. Et bah, dans le service, un des rôles de l'externe, donc moi, c'était d'aller dans la salle d'attente avec les différents enfants qui sont accompagnés de leurs parents et de leur mettre 15 minutes à une demi-heure avant l'examen le collyre midriatique pour que quand il arrive ensuite dans le box de consultation, on puisse directement aller regarder le fond de son œil. Bref, je vous la fais courte. Moi, c'était un peu ma mission. Donc, quand quelque chose devient un truc routinier, un truc répété, forcément, à un moment donné, on fait plus forcément attention à ce qu'on dit et on peut avoir des abus de langage. Et donc, je me rappelle, je vais voir une femme avec son enfant et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en fait, je lui ai dit « Madame, je prends votre enfant et je vais le dilater ». Alors là, je vous jure, il y a eu un gros blanc parce que moi, dans ma tête, dilater, c'était on va lui dilater la pupille, mais j'aurais dû préciser un petit peu plus et mettre les formes, mais parfois on est un peu maladroit. Et là, je vous promets, elle m'a regardé. Je pense qu'elle a eu le réflexe de la mère qui se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à mon gamin? En fait, bah oui, forcément, si tu dis à une mère, attends, je prends ton enfant, je vais te le dilater, je vais pas vous faire un dessin à quoi elle pense, mais c'est ultra tendancieux, c'est ultra bizarre. Et c'est sûr que si tu dis, surtout avec les histoires qu'on entend parfois, je vais dilater votre enfant, bon, je vais arrêter l'anecdote ici, mais un petit moment de solitude et ensuite j'ai dû m'excuser et parce que je vous promets, elle était là, elle a gardé son enfant et je pense qu'elle était à deux doigts de m'en mettre une.
Et donc j'ai dû forcément, et puis en plus je m'en voulais, j'ai réalisé à ce moment-là que je venais de dire un truc, une énormité, tu peux pas dire ça à quelqu'un, hein, je vais vous dilater, bref. Donc petit moment gênant, petit moment où j'ai dû m'excuser, et c'est là où je me suis dit, bon, enfin, ça a permis avec toutes les autres histoires, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend le contact avec le patient, en fait, et qu'on peut pas tout dire, et qu'il faut faire vraiment attention aux choses qu'on dit à tout moment, parce que pour nous, c'est des choses qu'on fait tous les jours, c'est des choses vraiment de routine, mais il faut se rappeler que pour le patient, en fait, c'est quelque chose qu'il fait une fois dans sa vie, une fois de temps en temps. C'est comme pour les interventions cardiaques, des interventions, des poses de stent, des pathologies graves, des infarctus, bref, en cardiologie, c'est la routine, on en voit plusieurs fois par jour. Mais pour le patient, pour lui, c'est un truc qu'il va vivre une fois dans sa vie. Enfin, j'exagère parfois plus, mais vous comprenez l'idée. C'est quand vous êtes patient, forcément, vous n'êtes pas du tout dans la même position que le médecin. Donc, il faut faire super attention à la communication. Anecdote suivante, cette fois-ci, on va remonter encore un petit peu dans le temps. Cette fois-ci, je suis en 2e année de médecine. Et je sais qu'un des mythes qui circulent, c'est concernant les dissections de cadavres. C'est pas quelque chose qu'on fait à l'hôpital, c'est quelque chose qu'on fait pendant les études, hein, c'est organisé par la faculté. Ce sont des stages de dissection anatomique en fait qui permettent de voir le corps humain et de le disséquer pour apprendre l'anatomie. Mais enfin, c'est pas tellement apprendre l'anatomie, c'est en gros faire le parallèle, la corrélation entre ce qu'on apprend sur les schémas anatomiques et véritablement la réalité. Donc on va, à l'époque, hein, à Paris, c'était rue des Saints-Pères, dans le, je sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est la chambre de dissection où il y a en fait des corps, des personnes qui ont donné leur corps à la science et qu'on va disséquer avec bien sûr un chirurgien, hein, un professeur qui nous montre comment on fait, et puis ensuite il nous dit voilà, maintenant c'est à vous, allez regarder les structures, allez regarder les tendons, allez regarder les différents organes. Et on entend souvent, il y a un peu une espèce de fantasme là-dessus. J'ai déjà entendu des gens qui me disent ouais, il paraît que les étudiants en médecine, ils dissèquent, ils ont tous leurs propres cadavres. Notamment, on raconte qu'il faut plonger dans une piscine pour aller récupérer un cadavre et ensuite le disséquer. Alors le truc complètement fou, alors effectivement les corps sont conservés dans du formol, mais alors je sais pas, ça se passe sûrement pas pareil partout, mais oui, ils sont dans du formol, c'est-à-dire dans du liquide, mais t'as l'impression quand on te dit tu vas plonger dans la piscine pour récupérer, t'as l'impression que c'est la piscine publique où t'as une espèce de mare de cadavres qui flotte dans de l'eau, et que donc non, tu plonges pas dans une piscine de cadavres. Mais c'est vrai que ces stages de dissection, surtout qu'en plus quand on le fait, on est jeune, on est en 2e année de médecine, donc en fait on n'a même pas vu, enfin on a à peine vu l'hôpital, on l'a vraiment survolé, on n'a aucune expérience, on est jeune, hein, souvent voilà, on a 18-19 ans, donc c'est quelque chose d'un peu un peu traumatisant, je sais pas, mais en tout cas quelque chose de vraiment particulier, le fait de voir en fait des personnes mortes, parce que la plupart des gens, je pense, n'ont jamais vu de personnes décédées. C'est vrai qu'après plusieurs années de pratique à l'hôpital, des personnes mortes, j'en ai vu, mais voilà, si on n'est pas à l'hôpital dans le monde de la santé, je pense que si tu prends, je sais pas, hein, peut-être je me trompe, j'ai plus trop la notion de ce qui est hors de l'hôpital, mais je pense qu'on voit pas de personnes mortes, sauf si bien sûr, oui, on a eu un proche qui est décédé, ça peut arriver, mais la plupart des gens, je pense qu'ils n'ont jamais vu de personne décédée. Donc forcément, quand on récupère les corps, en fait, déjà, tu vois une personne morte, c'est très bizarre, mais en plus, il y a l'odeur. L'odeur, c'est quelque chose, tu peux pas t'y habituer. Quand on dit ça sent la mort, c'est pas une expression, je vous garantis, pour avoir senti cette odeur, c'est un truc ultra particulier et ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien que tu as déjà senti. C'est même pas une odeur toute dégoûtante, c'est un truc vraiment à part et c'est une odeur que tu peux pas décrire. Bref, donc à part ce genre de truc, bien sûr, j'ai en tête un souvenir. En fait, c'est marrant, mais c'est pas du tout marrant pour la personne. Je me rappelle qu'on était par groupe de 8, en gros 8 ou 10 par cadavre, et il fallait disséquer. Donc il y avait une de mes collègues du groupe qui prend un bistouri pour commencer à inciser, sauf qu'en fait, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Quand elle a commencé à inciser la peau, elle a dû toucher une espèce de cloque avec du liquide dedans, parce que les corps sont conservés depuis très longtemps. Alors je sais plus exactement les détails, mais en fait, en gros, le truc lui a explosé à la figure. En fait, c'est comme si vous aviez une espèce de poche sous-cutanée, parce que c'est pas des corps comme vous et moi, ils sont quand même un peu déformés. Non, pas déformés, mais voilà, ils sont la conservation à ses limites, on va dire ça de façon totalement correcte. Et donc, quand elle a incisé, pouf, elle s'en est pris dans la figure. Il y a eu du liquide, je sais pas ce que c'était comme liquide, qui lui a giclé dessus.
Et donc, bon, bah, le truc un peu dégueulasse, forcément, elle a pleuré, forcément, elle est allée, je sais pas si elle allait vomir ou. Mais je crois que elle, vraiment, ça l'a traumatisée. Et nous, à côté, on était là en train de se dire à la fois c'est dégueulasse, en même temps, c'est un peu marrant. Mais en fait, je pense que tu as surtout envie de rire pour extérioriser le truc en te disant ça aurait pu être toi et c'est vraiment dégueulasse. Donc en fait, tu ris un peu jeune. Tu ris parce que ça permet de dédramatiser la situation, mais intérieurement, tu ris pas trop. Et quand je repense à la scène, franchement, j'aurais pas été bien non plus si je m'étais pris du jus de cadavre sur le visage. Mais bon, ça fait partie de la chose. Et donc voilà, petite anecdote un peu glauque. Allez, petite anecdote un petit peu plus triviale. Je sais que tout le monde en a déjà entendu parler, mais pourtant, quand on bosse aux urgences, et ben oui, c'est quelque chose qui arrive. Et merci de ne pas juger parce que ça peut arriver à tout le monde. Souvent, on entend des gens qui disent ouais, ils assument pas. Mais non, ça peut arriver. Tu te balades tout nu dans ton salon, tu glisses et puis il n'y a pas de chance, il y a quelque chose qui rentre dans tes orifices naturels. Franchement, qui n'a jamais glissé tout nu dans son salon sur un concombre qui était posé là ou sur un déodorant ou sur une mousse à raser? Bah non, ça arrive. Merci de ne pas juger. Mais c'est vrai que quand on voit ça, bah, c'est toujours un petit peu rigolo de voir les gens qui arrivent à l'hôpital et qui disent oui, bah en fait, voilà, j'ai glissé et bah en fait, oui, j'arrive pas à le ressortir. Donc, on voit des choses, bah, un peu rigolotes, un peu étranges parfois. J'ai le souvenir d'une personne qui était pas allée avec le dos de la cuillère. Allez, je vais vous mettre son scanner parce que franchement, là, je me dis, on a quand même un champion. Je pense que l'objet devait faire 30 centimètres. Le problème, c'est qu'il était rentré vraiment loin et qu'ensuite, il a fallu opérer pour le ressortir parce que quand tu as ça qui te transperce le vide et qui commence à comprimer tes organes, ça ne se passe pas très bien. Et parfois, les gens ont des idées un petit peu plus bizarres, notamment, on avait eu une personne qui avait essayé d'aller récupérer avec un cintre. Alors, ça se voit régulièrement. Des fois, on voit ce genre de radio. Je pense pas que j'ai la radio du patient en question. Peut-être j'en mettrai une autre équivalente. Mais quand les choses sont coincées dans les orifices naturels, des fois, il y a des tentatives de récupération. Et puis, les gens n'ont pas envie forcément d'aller aux urgences parce qu'il faut reconnaître que c'est toujours un petit peu honteux de devoir aller aux urgences pour la spéléologie, on va le dire comme ça. Et donc, bah, tout est bon pour aller essayer de récupérer, hein. Et la personne avait essayé d'aller décrocher l'objet coincé avec un cintre. Mais c'est vrai que l'imagination des gens sur ce sujet-là est toujours assez débordante. Allez, dernière anecdote, parce que je pense que ça va faire un petit moment que je parle. Celle-là, elle m'a marqué parce que j'étais pas encore, on va dire, rodé. J'étais en stage aux urgences. Et aux urgences, franchement, respect à ceux qui travaillent aux urgences parce que je crois que c'est un des endroits, c'est un peu la cour des miracles. Tu vois des trucs, tu pourrais même pas imaginer que tu vois ce genre de choses. Et quand j'étais externe, du coup, je faisais les observations et surtout quand tu es externe, on te met, on va dire, les cas les moins urgents, les moins graves. Donc, en gros, tu as le temps d'examiner les gens, tu as le temps de débrouiller. Et donc là, je me rappelle, on avait cette personne, elle devait, voilà, elle devait avoir une cinquantaine d'années, elle parlait un peu français, mais pas trop. Ouais, on va le dire, c'était pas le mec le plus futé du monde et son motif de consultation aux urgences, c'était une plaie. Et donc les plaies en général, voilà, on laisse vraiment ça aux étudiants, donc je vais l'examiner et je commence à l'interroger. Et donc le mec me raconte et il me fait ouais, ouais, j'ai ce truc-là, j'ai une plaie, là ça fait 2-3 mois. Je sais pas trop, j'ai glissé, je me suis fait une petite incision. Et puis quand même, c'est vrai que j'ai eu beau mettre des pansements, en fait, le truc ne cicatrise pas trop. Et là, en fait, j'ai vu quelqu'un de ma famille et il me dit, tu devrais consulter aux urgences parce que quand même, ta plaie, elle est bizarre. Et là, il avait un espèce de vieux pansement de fortune. Fortune, c'est-à-dire, en gros, c'est presque, je vous fais pas de dessin, mais le bandage fait à l'arrache, tout dégueulasse. Et là, je déballe le truc. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, en pratique, je vais vous mettre la photo dans 3 secondes. Pareil, c'est peut-être une image un peu choquante, mais bon, allez, on va dire que c'est rigolo. Je vois ça, et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pour ceux qui veulent les détails, c'est ce qu'on appelle un ulcère veineux. En gros, c'est un problème de circulation sanguine au niveau des veines, ce qui fait de la stase et qui fait que la peau, en gros, est un peu en souffrance, et du coup, les ulcères commencent à se creuser. Et souvent, ils vont évoluer. Donc, c'est des choses qu'il faut traiter avec des pansements, des soins pour enlever ce qui est, bon, un peu, soit pas forcément nécrotique, mais en gros, t'enlèves la partie qui est un peu, pour parler franchement, un peu pourrie, et permettre en fait de régénérer la peau avec du tissu neuf. Mais ça doit être fait par quelqu'un de qualifié, par une infirmière qui connaît les gestes d'asepsie, voilà, en fait, pour toutes les bonnes pratiques, pour surveiller la cicatrisation et pour faire des pansements propres. Et là, je me rappelle, t'avais le mec avec son espèce, franchement, ça, allez,
qui est d'accord que ça ressemble à une pizza au fromage? Je suis désolé, là peut-être je vous coupe l'appétit, mais j'ai vu ce truc-là, j'ai fait c'est pas possible. Et le pire, c'est que le mec, moi j'étais là en train de lui dire, mais attendez, vous pouvez pas avoir ça depuis 3 mois et pas avoir consulté un médecin. Et il est là, non, mais bon, quand même, non, mais en plus, le mec en avait presque rien à foutre. C'était vraiment, il aurait pas consulté si on ne l'avait pas quasiment forcé à aller aux urgences. Et des fois, c'est ça, des fois, tu te dis, moi j'ai ça même de 1 cm, le truc est débutant, je pense que je suis le premier à aller voir un médecin. Et pourtant, là, le mec, ça fait 3 mois, le truc fait 10 cm. Et il en a quasiment rien à faire. Et en plus, je me rappelle très très bien. Il me regarde et il me fait non, mais docteur, vous inquiétez pas, ça me fait pas mal. Et il commence il prend ses doigts et il commence à toucher le fond de sa plaie et à gratter les bords. Et il me regarde et il me fait non, mais regardez, ça fait pas mal. Je peux appuyer dessus, j'ai pas mal. Et effectivement, les ulcères veineux, c'est des ulcères qui souvent ne font pas mal. Enfin, c'est pas quelque chose de douloureux, contrairement à d'autres ulcères artériels qui, ceux-là, font très mal. Les ulcères veineux, voilà, c'est vrai que tu peux faire des soins tranquillement. En général, c'est pas très douloureux. Et là, il met ses doigts tout pourris. En plus, il avait les mains noires, franchement, comme s'il avait travaillé la terre juste avant et qu'il s'était pas lavé les mains, quoi. Enfin, il était sale. Et bon, en même temps, quand tu as ce genre de truc que tu mets tes mains dedans, faut pas être très futé. Donc, il commence à appuyer dessus. Et là, je me dis, oh là 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 là. Tu m'étonnes que le mec, c'est sûr, si ça fait 3 mois qu'il met son doigt tous les jours pour essayer de le faire cicatriser, bah ça va pas aller mieux. Donc, bah une anecdote, ouais, un peu choquante, mais c'est un peu le quotidien des urgences. Et je pense que franchement, des trucs glauques, des photos comme ça, parce qu'au final, en plus, il faut prendre des photos, hein, je le dis juste pour la parenthèse, on prend pas des photos pour faire joli et pour ensuite partager, mais il faut prendre des photos de tout ce qui est dermatologique pour en fait avoir un point de référence. Comme ça, tu peux avoir une photo initiale de la plaie pour ensuite suivre l'évolution. Parce que tu as beau décrire la plaie avec des termes médicaux, voilà, plaie arrondie, 10 cm, bord en aspect de pizza au fromage. Non, je rigole, ça c'est pas un terme médical. Mais voilà, en fait, rien ne vaut une photo. Donc c'est vraiment un outil très précieux. Et donc ouais, bah, j'ai des photos du coup de tout ce que j'ai pu voir. Enfin, pas tout, mais une partie de ce que j'ai pu voir. Donc c'est vrai que des choses choquantes, des choses beaucoup plus glauques que ça, j'en ai en photo, mais on va dire que celle-là, voilà, c'est une qui est marrante parce que le truc, voilà, c'est pas trop glauque, c'est pas trop sale, mais quand même, c'est assez rigolo de voir ce truc qui ressemble à une pizza. Bref, il est temps de conclure cette vidéo parce que je pense que j'ai encore une fois trop parlé. J'ai raconté peut-être 5 ou 6 anecdotes alors que j'en avais une liste d'une trentaine. Donc pourquoi pas faire une partie 2, une partie 3, une partie 10. Si la demande est là, si ça vous a plu, bah pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas non plus si d'autres vidéos sur l'hôpital, sur la médecine, sur mon ressenti, parce que c'est vrai que je parle très peu finalement de ce que je fais à titre personnel, mais ça pourrait, si la demande est là, si ça vous intéresse, bah pourquoi pas. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas non plus, enfin c'est pas n'hésitez pas, c'est il faut mettre des pouces bleus, il faut vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait parce que ça soutient la chaîne et parce que surtout le plus important, ça me fait plaisir et ça me donne du réconfort après toutes ces horreurs que je vois à l'hôpital. Franchement la pizza, ça me... Non, je rigole. Donc bref, allez, pouce bleu, abonnez-vous et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm si ça vous intéresse un petit peu de pratique quotidienne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.